En 13 mois, rien n'avait changé. Même mobilier rustique, même décoration figée dans le temps. Posée dans l'évier de la cuisine, je retrouvais la cafetière moka et la tasse dans laquelle j'avais bu mon café plus d'un an auparavant. Quant aux cendres dans la cheminée, elles n'avaient pas été nettoyées. J'ouvris la porte du corridor lambrissé qui reliait la maisonnette à la tour du phare. Au bout du couloir, je soulevai la trappe qui donnait accès à la cave et je descendis les marches grinçantes pour rejoindre le local souterrain. J'actionnai l'interrupteur. La pièce rectangulaire était telle que je l'avais abandonnée un an plus tôt. Sauf que, cette fois, la chaleur moite avait fait place à un air sec et frais. Près des tonneaux et des caisses en bois, je retrouvais mes outils. La masse, le burin, la baramine, recouverts de toiles d'araignée. Derrière le mur de briques éventrées se trouvait la petite porte en fer forgé. J'avais oublié de refermer la trappe au-dessus des escaliers. Un courant d'air faisait grincer la porte qui vibrait sur ses gonds rouillés. Je m'approchais sans peur, espérant que les souvenirs se mettraient à affluer et qu'enfin j'y verrais plus clair. Comprendre. Je m'appliquais à faire les mêmes gestes, essuyant avec la paume de la main la poussière sur la plaque en cuivre et son inscription latine qui semblait me narguer. Postquam viginti quatuor venti flaverint, nihil iam erit. Il faisait de plus en plus froid. L'endroit n'était décidément pas le plus accueillant, mais je ne laissais pas ma détermination flancher. En essayant de ne pas trembler, je pénétrais dans ce qui ressemblait à une prison. Cette fois, je n'avais pas de torche avec moi. La cellule était cernée par l'obscurité. Je pris une grande respiration pour me donner le courage de refermer le battant. Alors que je tendais la main vers la poignée, un coup de vent me devança et referma brusquement la porte sur moi. Je sursautai, puis paralysé, attendis quelques secondes, le corps contracté, prêt à faire face. Mais rien ne se passa. Pas de convulsions, pas de dents qui claquent, pas de sang qui bourdonnait mes oreilles. Je quittais le phare à la fois rassuré et frustré, persuadé néanmoins d'être passé à côté de quelque chose. J'avais besoin de réponses, mais il allait falloir que je les trouve ailleurs. Peut-être dans le cabinet d'un psychiatre ou lors d'une consultation chez un neurologue. Au volant de mon SUV, je mis le cap sur Boston pour rentrer chez moi. L'heure et demie de trajet me parut interminable. Derrière mon volant, je piquais du nez. Contre-coup de la fatigue, j'avais la tête qui tournait, mes yeux se fermaient contre ma volonté, je me sentais sale et épuisé. J'avais besoin de prendre une douche, puis de faire le tour du cadran pour rattraper le sommeil que j'avais en retard. Surtout, j'avais une faim intense. Mon estomac se creusait, se contractait, criait famine. Je me garai sur la première place libre sur Hanover Street avec l'intention de rejoindre à pied l'immeuble où je vivais dans le North End. Dans quel état allait être mon appartement? Qui avait nourri mon chat pendant mon absence? En chemin, je m'arrêtai au Joe's Foods pour me ravitailler. Pâtes, sauce au pesto, yaourt, produits vaisselle, boîte de Whiskas. En sortant de l'épicerie, je portais 2 gros sacs en papier kraft. Je pris l'escalier fleuri de glycine qui reliait Hanover à la butte sur laquelle était construit mon immeuble. J'attendis l'ascenseur avec mes 2 sacs sous les bras. Je rentrai dans la petite cabine à l'intérieur de laquelle régnait une odeur de fleurs d'oranger et me contorsionnai pour appuyer sur le bouton du dernier étage. Alors que les portes en fer se refermaient et que je repensais à ce que m'avait dit mon père, mes yeux se posèrent sur le cadran de ma montre.
Il était 17 heures. À la même heure, hier, je me réveillais à moitié à poil dans la cathédrale Saint-Patrick. 24 heures plus tôt. Le nombre 24 résonna en moi d'une étrange façon. D'abord, le phare des 24 vents, puis la disparition de Sullivan, qui avait duré 24 ans. La coïncidence me parut étrange, mais je n'eus pas le temps de m'y appesantir. Ma vision se troubla soudain. Je ressentis des picotements à l'extrémité de mes doigts, et un haut le cœur me souleva l'estomac. Je tremblais de tous mes membres. Mon corps se raidit, comme si j'en perdais le contrôle, comme s'il venait d'être court-circuité, comme si des milliers de volts traversaient mon cerveau. Je lâchai mes sacs de provisions. Puis une déflagration m'arracha au temps. 1993. Sullivan. Sachez que je puis croire toute chose, pourvu qu'elle soit franchement incroyable. Oscar Wilde. 0. Une pluie torrentielle brûlante s'abat sur moi, avec une telle force qu'il me semble qu'on me plante des clous dans le crâne. L'air est saturé d'une vapeur équatoriale abrutissante qui tourbillonne autour de moi et maintient mes paupières agrafées. J'ai le nez bouché, je suffoque. Je tiens debout, mais presque contre ma volonté, dans un état proche de l'hypnose. Mes jambes flageolent et ne vont pas tarder à céder. Soudain, un cri effroyable déchire mes tympans. J'ouvre les yeux en sursaut. Je suis dans une cabine de douche, sous un jet d'eau puissant. 1. Debout, à côté de moi, une jeune femme nue, recouverte de savon et de shampoing, hurlait à s'en décrocher la mâchoire. Ses traits déformés étaient figés par la surprise et la frayeur. Je lui mis la main sur l'épaule dans un geste apaisant, mais avant que j'aie pu fournir la moindre explication, elle m'assena un violent coup de poing sur le nez. Chancelant, je portais les mains à mon visage pour me protéger. Alors que je tentais de reprendre mon souffle, un deuxième coup m'atteignit en pleine poitrine et me fit trébucher sur le rebord en faïence de la cabine. J'essayais de me rattraper au rideau de douche, mais le sol était glissant et je m'étalais tête la première contre le lavabo. Terrorisée, la jeune femme sortit de la cabine, attrapa une serviette et jaillit hors de la salle de bain. Prostré au sol, je l'entendis confusément qui donnait l'alerte à ses voisins. Les mots me parvinrent déformés, confus, mais je distinguai pourtant « Violeur ! Dans ma salle de bain, appelez la police !» Toujours plié en deux, sonné, immobile, je tentais d'essuyer l'eau qui ruisselait sur mes paupières. J'avais le nez en sang, j'étais hors d'haleine, comme si je venais de courir un marathon. Mon cerveau commandait de me relever, mais mes membres restaient paralysés. Je savais pourtant que j'étais en grand danger. J'avais retenu la leçon de la cathédrale Saint-Patrick. Il fallait à tout prix que j'évite la prison. Je rassemblais mes forces, parvins difficilement à me redresser, balayais la pièce du regard, me rapprochais d'un cadre vitré. J'ouvris la fenêtre à guillotine. Elle donnait sur une voie privée coincée entre deux immeubles. En penchant la tête, je distinguais plus loin une large avenue à 4 voies, rectiligne mais pentue. Taxi jaune vif, enfilade de façades en briques brunes et en fonte, citerne sur les toits, ça ne faisait aucun doute. J'étais de nouveau à New York. Mais où? Et surtout, quand? Alors que des voix se faisaient plus pressantes dans l'appartement, j'enjambais le châssis de la fenêtre et agrippais l'escalier de secours en métal. Je dévalais tant bien que mal les marches jusqu'à la rue, choisis une direction au hasard et détalais aussi vite que mes muscles me le permirent.
Mon regard accrocha les 2 panneaux verts et blancs qui se chevauchaient à l'intersection des rues. Je me trouvais au croisement d'Amsterdam Avenue et de la 109e. Au nord-ouest de Manhattan, donc, dans le quartier étudiant de Morningside Heights. J'entendis une sirène de police qui s'approchait. Paniqué, je tournai brusquement à gauche pour quitter l'avenue et me réfugiai dans une contre-allée étroite, bordée d'arbustes. Coincé entre 2 immeubles, je me collai contre le mur pour me planquer et pour récupérer de mes efforts. Je mouchais du sang dans la manche de ma chemise. Mon costume était trempé. Visiblement, je portais les mêmes vêtements que ceux que m'avait laissés Jeffrey Wexler. Coup d'œil machinal à mon poignet. J'avais toujours la montre de mon grand-père, la très chic Tank, qui indiquait un peu plus de 9 heures du matin. Mais de quel jour? J'essayais de me concentrer. Mon dernier souvenir, la cage d'ascenseur de mon appartement, mes sacs de provisions sur le sol, la violente crise convulsive identique à celle que j'avais eue la première fois dans la cave du phare. J'éternuais. L'air était doux, le ciel bleu, le soleil déjà chaud. Malgré ça, je claquais des dents. Il me faut de nouvelles fringues. Je levai les yeux. Il y avait du linge pendu aux fenêtres. Sans doute pas les habits dont je rêvais, mais je n'étais pas vraiment en situation de faire le difficile. Je sautais sur un conteneur à déchets, puis escaladais la façade jusqu'à être en mesure d'atteindre les vêtements. J'attrapais ceux qui me tombaient sous la main et les enfilais. Un pantalon de toile, un maillot rayé des Yankees, un blouson en jean. Rien n'était parfaitement à ma taille. Le pantalon tire-bouchonnait sur les chevilles, la veste était trop cintrée, mais au moins j'étais au sec. Je récupérais les billets et les pièces de monnaie dans la poche de mon costume, puis jetais les habits mouillés dans la poubelle. Je rejoignis l'avenue et me fondis dans la foule. De nouveau, je fus pris de vertige, et mon estomac se souleva à m'en donner mal à la tête. Si je voulais pouvoir réfléchir, il fallait que je mange quelque chose. Je repérai un diner de l'autre côté de la rue, mais avant de rentrer dans le restaurant, je glissai 2 quarters dans le distributeur automatique de journaux. Je regardais la date en haut de la manchette, tout en ayant peur de ce que j'allais y découvrir. Nous étions le mardi 14 septembre 1993. 2. Voici vos œufs, vos toasts et votre café, monsieur. La serveuse déposa une tasse et une assiette sur la table en formica et me gratifia d'un sourire avant de repartir derrière son comptoir. Tout en dévorant mon petit déjeuner, je parcourus la une du New York Times avec attention. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat scellent un accord de paix. Le président Clinton salue un courageux pari. L'article était illustré d'une photo aussi frappante qu'inattendue. Devant la Maison Blanche, Bill Clinton, le sourire aux lèvres et les bras grands ouverts, se félicitait de la poignée de main entre, à sa droite, le Premier ministre israélien et à sa gauche, le leader de l'Organisation de libération de la Palestine. Ce geste symbolique et les déclarations des participants laissaient entrevoir l'espoir d'une paix prochaine entre les 2 peuples ennemis. Mais étais-je dans la réalité ou dans la 4e dimension? Je fis le point sur ma situation. Cette fois, 14 mois s'étaient écoulés depuis mes derniers souvenirs. Un nouveau saut dans le temps brutal et inexplicable. Une parenthèse démesurément longue. Bon sang, mais que m'arrive-t-il? Je sentais mes avant-bras et mes mains qui tremblaient. J'avais peur. J'étais terrorisé comme un gamin, persuadé qu'un monstre se cache sous son lit. Je savais que je vivais quelque chose de grave qui avait fait basculer ma vie hors des sentiers balisés. Je respirais à fond pour me calmer, comme je le conseillais parfois à mes patients,
Je devais faire face, ne pas me laisser abattre. Mais vers qui me tourner? À qui demander de l'aide? La réponse ne fut pas longue à venir. Surtout pas à mon père, qui ne savait que me mentir. Une autre personne se dessinait dans mon esprit. Le seul homme encore en vie qui avait probablement subi ce qui était en train de m'arriver. Mon grand-père, Sullivan Costello. La serveuse fit le tour de toutes les tables pour s'assurer qu'aucune tasse à café ne restait vide. Je profitai de son passage pour lui demander un plan de la ville, en lui promettant un généreux pourboire. Pendant qu'il était encore chaud, je pris quelques gorgées de café en repensant à ce que m'avait dit mon père. Ton grand-père n'est pas mort. Sullivan est à New York. Il est interné dans un hôpital psychiatrique de Roosevelt Island. Sur la carte que venait de m'apporter la serveuse, je visualisais la fine bande de terre au milieu de l'East River. Roosevelt Island était une île improbable, coincée entre Manhattan et le Queens. 3 kilomètres de long sur environ 200 mètres de large, où je n'avais jamais mis les pieds. Je me souvenais d'avoir lu un vieux polar qui évoquait la présence d'une maison d'arrêt sur l'île, mais elle avait dû fermer ses portes depuis longtemps. Peut-être pas.